Dans cette vidéo, nous allons relire donc la fiche de cours sur le principe d'inertie et la gravitation. Partie donc sur l'effet d'une force sur le mouvement d'un corps. Donc nous avons fait plusieurs activités là-dessus. Donc nous avons vu modification du mouvement d'un corps. Donc si l'on observe une mise en mouvement ou une modification du mouvement d'un corps, que ce soit dans la trajectoire ou dans la valeur de la vitesse, c'est que celle-ci a été soumise à au moins une action mécanique. Donc quand on étudie un corps, on s'intéresse aux actions mécaniques qui s'exercent sur lui. Il est donc le receveur de ces actions et les corps qui les exercent sont donc les auteurs. C'est important, quand on étudie le mouvement d'un corps, on ne s'intéresse qu'aux forces qui s'exercent sur lui. On ne s'intéresse pas aux forces que lui exerce sur quoi que ce soit d'autre. Ensuite, les actions mécaniques et les forces. Donc une action mécanique qu'on notera F de hauteur sur receveur, donc peut être modélisée par une force caractérisée par un vecteur. Donc ça c'est un outil mathématique que vous avez dû voir donc en cours de mathématiques, c'est-à-dire une direction, un sens et une valeur qui se mesure en newton. Donc le symbole d'une force. Donc une force, on pourrait dire qu'une force est égale à 10 newtons, le newton, donc ayant un symbole grand N majuscule. L'origine donc de cette force sera donc le point d'application de la force. Son sens et sa direction sont celui de la force et sa longueur est proportionnelle à la valeur de la force en newton. Donc au niveau de l'origine, vous avez vu qu'on a vu dans des activités qu'il y avait des interactions de contact. Donc dans ce cas-là, l'origine est le point d'application de la force, c'est-à-dire le point de contact entre, par exemple, s'il y a une table entre un stylo et une table, donc ça sera le point de contact entre la surface du stylo et celui de la table. Et si vous avez des interactions à distance, comme l'interaction de la Terre sur n'importe quel corps, donc dans ce cas-là, l'origine sera donc le centre du corps en question. Donc au niveau ensuite, force, repos et mouvement. Donc si un corps est au repos dans le référentiel terrestre, les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Si l'on est dans une situation où les forces qui s'exercent sur un corps en mouvement se compensent, le mouvement est alors rectiligne et uniforme par rapport au référentiel choisi. Donc réciproquement, si le mouvement d'un corps est rectiligne et uniforme, on peut affirmer que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Si les forces s'exerçant sur un corps mobile ne se compensent pas, alors celui-ci ne peut pas être ni au repos ni en mouvement rectiligne uniforme. Donc là, ça fait beaucoup de répétitions. Donc si on reprend ce paragraphe-là en le décomposant, si l'on est dans une situation où les forces qui s'exercent sur un corps en mouvement se compensent, le mouvement est alors rectiligne et uniforme par rapport au référentiel choisi. Réciproquement, si le mouvement d'un corps est rectiligne et uniforme, donc là on s'intéresse au mouvement, on peut alors affirmer que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. C'est pour ça qu'on met le mot réciproquement. Enfin, si les forces qui s'exercent sur un corps mobile ne se compensent pas, alors celui-ci ne peut pas être ni au repos ni en mouvement rectiligne uniforme. Donc concrètement, revenons au tableau là. Donc des forces qui se compensent, donc ça serait par exemple ici si je dessine, alors j'essaie de faire, si je dessine par exemple une flèche représentant ici un vecteur, donc je vais l'appeler une force, ça sera une force F1. Donc si un corps ici, mon corps que j'ai mis ici, n'est soumis qu'à une seule force, est-ce que les forces se compensent? Non. Donc ça veut dire que je peux affirmer que le corps qu'il y a ici, ne sera ni au repos ni en mouvement rectiligne uniforme. Donc par contre, si je mets une seconde force dans la même direction, totalement opposée et de même longueur, ici, alors je vais l'appeler F2, ici, si je prends ce corps ici, qui est soumis à F1 et F2, l'ensemble des deux forces ici se compense, puisque si je pars d'ici, que je vais jusqu'en F1 et que je prends ici F2 en partant d'ici, vous voyez bien que je reviens à mon point de départ. Donc ça veut dire que les forces se compensent. Donc si les forces se compensent, je peux affirmer ici que le point et l'objet étudié est soit deux cas possibles, en mouvement rectiligne uniforme, un cas possible, ou alors au repos. Alors ici, là on est dans des cas où les forces se compensent. Si je rajoute cette fois-ci maintenant une troisième force, comme ça, F3. Donc maintenant, est-ce que les trois forces se compensent? C'est-à-dire, est-ce que leur somme vectorielle est nulle?
La réponse est non, donc les trois forces ici ne se compensent pas. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, l'objet ici étudié ne sera ni au repos, ni en mouvement rectiligne-uniforme. Pour que le mouvement devienne en mouvement, pour que le mouvement redevienne rectiligne-uniforme ou au repos, il faut que les quatre forces se compensent. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette ici F4. Donc là, j'ai dessiné quatre forces qui se compensent. Donc si j'ai quatre forces qui se compensent, dans ce cas-là, je peux affirmer que l'objet ici que l'on étudie est soit en mouvement rectiligne-uniforme, soit au repos. Donc ensuite, on continue donc la lecture de notre chapitre. Donc, l'énoncé du principe d'inertie, ce que vous devez retenir. Donc, tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne-uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Et réciproquement, si un corps est soit au repos, soit en mouvement rectiligne-uniforme, vous pouvez affirmer que les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc ça, c'est le cas où, donc là, ça c'est l'intitulé du principe d'inertie, ça c'est donc la réciproque. Le principe d'inertie vous dit que tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc là, on observe les forces et on en déduit quelque chose sur le mouvement. Si maintenant vous regardez le mouvement et que vous voyez que si un corps est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme, dans ce cas-là, on peut affirmer quelque chose sur les forces qui s'exercent sur lui, c'est qu'elles se compensent. Alors, une des forces qu'on a étudiées, donc, c'est l'interaction gravitationnelle entre deux corps. Donc, la loi de gravitation universelle. Donc, deux corps A et B dont les masses MA et MB sont réparties de manière uniforme autour de leur centre, séparés par une distance D, exercent donc des actions mécaniques l'une sur l'autre. L'action attractive, donc c'est bien une action attractive exercée par le corps A sur le corps B est modélisée, là une erreur, c'est EE, donc par une force d'attraction gravitationnelle F de A sur B. Donc ça, il faut le comprendre comme la force exercée par A sur B. Donc d'où le trait de division pour dire sur. Dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc la direction. Donc la direction de cette force, c'est la droite qui passe par les deux centres CA et CB. Vous allez voir qu'il y a des exemples juste en dessous. Ensuite, le sens, la vecteur est dirigée vers le centre attracteur. Donc A, ici, pour la force exercée par A sur B. Enfin, le point d'application, donc c'est le centre CB du corps B, ici, qui est le corps receveur. Et au niveau de la valeur, vous allez devoir apprendre cette formule-là. Donc la force d'attraction gravitationnelle exercée par un corps A sur un corps B, c'est G, donc la constante de gravitation universelle. Donc ici, je vous donne la valeur, 6,67 fois 10 puissance moins 11, avec une unité, donc newton, mètre carré, kilogramme moins 2. Vous n'apprenez pas cette valeur-là, ça n'a aucun intérêt, vous sera toujours donné. Donc G fois, donc multiplié par la masse du corps A fois la masse du corps B, les masses étant exprimées ici en kilogrammes, attention, divisé par la distance entre les deux centres des corps, donc D ici, et D, vous le mettez au carré. Et les distances ici doivent être exprimées en mètres. Donc pour obtenir une force ici qui sera en newton, vous devez donc prendre la valeur de G telle qu'elle vous sera donnée, multiplier par la masse du corps A en kg, la masse du corps B en kg, et diviser par la distance que vous aurez mis en mètres et que vous aurez tout mis tout ça au carré. Enfin, donc vous allez voir qu'ici on a tracé ici des exemples, donc l'interaction gravitationnelle. Donc ici, vous avez vu que par exemple j'ai tracé ici donc F de B sur A, donc ça veut dire que c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. Donc force exercée par le corps B, lui, sur le corps A. Donc on voit déjà que ces interactions sont des interactions donc à distance, puisqu'il n'y a pas de contact entre les deux corps. Donc la force exercée par B sur A, vu qu'elle est exercée sur A, donc le point d'origine de la force donc est le centre du receveur, c'est-à-dire ici CA, le centre de A, et elle est dirigée vers B, le corps B ici. Donc vous voyez bien que la flèche ici est dirigée vers le corps B. La direction de la flèche est bien le centre ici, la direction de la droite qui passe par CA et CB. Donc vous avez bien ici donc la force exercée par B sur A, donc qui part du centre de A et qui va vers B. Réciproquement, la force exercée par A sur B part de B et est dirigée vers A, vu que l'interaction gravitationnelle est une interaction attractive. Donc le principe des actions réciproques énoncé par Newton donc, permet de conclure que si un corps A exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce une force opposée sur le corps A de même valeur mais de sens opposé.
Effectivement, ici, vous voyez bien que les deux vecteurs sont représentés, donc ils ont exactement la même longueur, donc c'est-à-dire exactement les mêmes normes, exactement la même direction. Ici, c'est la droite CA, CB. Par contre, ils ont des sens opposés, puisqu'il y en a un qui va ici diriger vers la droite, alors que l'un est dirigé vers la gauche. Donc ainsi, l'action exercée par le corps B sur le corps A est modélisée par une force F de B sur A qui s'applique au centre CA du corps A, ça c'est ce que nous venons de dire. Et enfin, les corps A et B sont en interaction. Interaction, ça veut dire qu'il y a une interaction réciproque, étant donné que si B exerce sur A exerce sur B. Donc là, nous venons ici donc de les représenter. Donc la loi de gravitation universelle s'applique aussi bien à des astres comme la Terre, la Lune, les satellites, les comètes, qu'aux particules, que ce soit les protons, les neutrons, protons, électrons. Donc en fait, elle s'applique à tous les corps qui ont une masse, Ma et Mb. Ensuite, la pesanteur, donc le poids sur la Terre. Donc au voisinage de la Terre, un corps de masse petit m est soumis donc à la pesanteur. Donc son poids est modélisé donc par un vecteur qu'on appelle qu'on note P avec P vecteur avec une flèche au-dessus et donc ayant les caractéristiques suivantes. Donc la direction du vecteur P donc c'est celle de la verticale du lieu. Le sens, c'est toujours orienté du haut vers le bas. Et enfin, la valeur P égale mg. Donc c'est une formule que vous avez déjà vue au collège. Donc P ici est la valeur du poids, donc exprimée en newton, puisque c'est une force. Donc c'est égal au produit de la masse ici qu'il faudra mettre en kilos, fois l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Donc sur Terre, par exemple, elle vaut 9,8 newton par kilogramme, c'est-à-dire newton kilogramme moins 1. Le poids d'un corps P est la force modélisant l'action mécanique exercée par la Terre sur le corps à la surface de la Terre. Ça, c'est ce que nous avons vu dans une activité. Nous avons calculé la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un corps situé à sa surface et nous avons trouvé exactement la valeur du poids. Donc si je veux juste vous montrer comment si je prends par exemple, vous imaginez ici, je prends, imaginez une table, je représente ici un corps, une brique, et je vais représenter son poids. Donc je prends, c'est le poids étant la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre, c'est-à-dire une attraction à distance. Je représente le poids à partir du centre du corps, et ici, je représente une flèche dirigée vers le bas, que je légendrerai P vecteur. Donc c'est bien, je viens ici de représenter le poids, avec une flèche ici qui part du centre, qui est dirigée selon la verticale du lieu, et dirigée de haut en bas. J'ai mis une distance ici totalement au hasard, qui est proportionnelle à la valeur du poids P égale mg ici en newton. Donc par exemple ici, si je représente une brique qui est immobile à la surface de la table, ça veut dire qu'il y a nécessairement une deuxième force, une deuxième action mécanique qui va s'exercer sur cette brique pour que cette brique soit au repos. Et cette deuxième interaction mécanique qui s'exerce étant rien d'autre que la réaction du support qui est la réaction de la table. Donc si ici la brique exerce une force sur la table en retour exerce une force sur la brique, que je vais représenter ici en vert. Et donc si je la représente au point de contact, je pars du point de contact, et ici je fais deux vecteurs, avec une longueur pour le vert qui est strictement identique au vecteur rouge représentant le poids. Et ici, ce vecteur-là, je vais l'appeler par exemple R pour réaction du support. Ce n'est rien d'autre que la force exercée par la table sur la brique. Alors que le poids, c'était la force exercée par la Terre, sur la brique. Donc vous remarquez que dans ce cas-là,
je me suis intéressé aux forces extérieures qui s'exercent sur cette brique, ici. Donc il y a ici donc le poids représenté vertical vers le bas. Et vu que la brique ici donc est en repos, je peux en déduire que nécessairement les forces qui s'exercent sur cette brique se compensent. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième force qui est donc ici la réaction du support. Donc on finit donc la dernière partie de la fiche de cours. Donc nous avons vu aussi une activité donc sur le poids sur la Lune, et nous avons vu donc que le poids lunaire d'un corps, donc qui est aussi la force d'attraction gravitationnelle modélisant l'action mécanique de la Lune sur ce corps. Donc cette fois-ci, ce poids lunaire, donc il est plus faible pour un même objet, donc de même masse que sur le poids terrestre. Donc le poids lunaire d'un corps, donc lui est donné par la formule PL, poids lunaire, égale la masse du corps fois l'intensité de la pesanteur sur la Lune, et l'intensité de la pesanteur sur la Lune étant égale à 1,6 Newton par kilogramme, donc ce qui est beaucoup plus faible que ici donc l'intensité de la pesanteur sur la Terre. C'est pour ça que nous avons l'impression, par exemple sur les images de Tintin sur la Lune, que les Dupont et Dupont donc ont l'impression de voler sur la Lune. Donc cela vient de cette application numérique là et de la valeur de la pesanteur de la Lune. Voilà, donc nous venons de finir donc la lecture de cette fiche de cours donc sur le principe d'inertie et la gravitation, en espérant que cela vous soit